s'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire, Carole. Les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés ? Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas. Bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média, 30 minutes max avec 2 mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et d'un bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 17e émission, placée sous le signe de l'alerte. Alors quelle alerte me direz-vous ? Avec Crime sous Cric et l'assaut Crimalt, on est toujours en alerte. Et chaque mois, cette modeste émission a pour but de donner l'alerte justement sur le crime organisé pour vous, pour faire de vous des citoyens mieux informés. Alors celles et ceux qui suivent l'actu de l'assaut Crimalt savent que le mois de novembre est un rendez-vous important, c'est un mois qui compte, parce que c'est bientôt justement, comme dirait Fabrice, l'événement de l'année. Roulement de tambour, langue au chat, oui, il faut tout faire dans cette émission, hein, c'est vraiment de la grosse production. Eh bien oui, les 12, 13 et 14 novembre, c'est la rencontre annuelle des lanceuses et lanceurs d'alerte. Cette année, rendez-vous à la Maison des Sciences de l'Homme, la MSH pour les initiés, à Saint-Denis, à côté de Paris. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis 2015, une poignée de bénévoles organise pour vous, chers concitoyens éclairés, cet événement unique, gratuit, ouvert, qui permet de débattre, de comprendre, de partager des expériences avec des dizaines de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte, des journalistes, des universitaires, des écrivains, des associations, etc. Ce salon est avant tout un salon du livre, parce que des livres et l'alerte, délivrer l'alerte, comme le rappelle malicieusement Daniel Ibanez, cofondateur de l'événement et économiste des procédures collectives, il vous en dira un peu plus. Il s'est intéressé au projet d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin il y a quelques années, à l'occasion d'une enquête publique en 2012. Et là, il a plongé dans le domaine de l'alerte et depuis, il est l'animateur infatigable du combat contre un chantier inutile et très coûteux, celui du TGV Lyon-Turin. Daniel a créé ce salon avec les libraires militants Gilles et Catherine Bruet, dont la librairie qui s'appelle le Presse-Papier est ouverte à tous les gourmands des mots dont on fait partie, et ce depuis plus de 30 ans à Argenteuil, au nord de Paris, dans le Val d'Oise. Et ce salon a été aussi créé avec Crimalt, et oui, elle est partout cet assaut. Alors, on a invité aujourd'hui Daniel Ibanez, qui est devenu un expert de l'alerte. Et ça y est, je vous entends déjà gigoter sous vos oreillettes. Vous vous dites, oh là là, les lanceurs d'alerte, des bouquins, des tables rondes. Mais alors, c'est quoi le rapport avec le schmilblick et c'est quoi le rapport avec la criminalité organisée ? Alors en fait, oui, c'est quoi lancer l'alerte dans le crime organisé, Fabrice ? Moi, j'ai découvert ça peut-être il y a longtemps. Novembre 2009. Je viens de finir de soutenir ma thèse sur les mafias. Et la même année, l'ONU annonce que le blanchiment du crime organisé dans le monde est estimé à 1600 milliards de dollars par an. Mais attends, pour donner une idée, avec 1600 milliards, on pourrait en gros construire 320 bibliothèques nationales de France, les gros machins là qu'on a à Paris, les 4 tours, ou encore mieux, peut-être, 3200 lycées flambant neufs, pouvant chacun accueillir 1000 élèves. C'est quand même pas mal. Ou des lits d'hôpitaux, mais je ferme la provocation. Mais comment ils ont calculé ? En fait, je sais pas. Pour tout dire, je crois qu'on doit ces chiffres beaucoup à des lanceurs d'alerte. Ah, nous y sommes, tu as lancé le mot. Oui, parce que la même année, il y a un mec qui s'appelle Martin Woods, qui est responsable anti-blanchiment d'une filiale à Londres de la banque américaine Wachovia ou Wachovia, comme vous voulez. Il a permis qu'on reconnaisse la culpabilité de cette banque dans une affaire gigantesque de blanchiment. En gros, de 2004 à 2007, la banque américaine Wachovia a blanchi 378 milliards de dollars pour le compte des cartels mexicains. Hein, tu vois, ça me rappelle un peu Eddie Murphy, là. Je veux 5 000 dollars, tu vois. Là. 378 000 dollars blanchis de 2004 à 2007. Alors, la justice américaine a démontré que, en fait, la banque n'avait pas du tout fait les normes anti-blanchiment, mais mieux, Martin Woods, lui, il a démontré que la banque était au service des cartels. Elle fournissait des moyens sciemment pour blanchir l'argent. Je rappelle quand même les cartels mexicains, hein, c'est ceux qui s'entretuent, etc.
Donc, le problème, c'est que Martin Woods, c'est un lanceur d'alerte comme les autres. Quand il a révélé ses pratiques frauduleuses, il a en fait été attaqué par les banquiers de sa banque. Alors qu'il faisait son travail. Voilà, on peut dire qu'il faisait son travail et que le parcours classique, c'est le placard, la dépression et virer. Plus près de chez nous, il y a à une autre échelle du blanchiment, du trafic de cannabis qui est vendu en France. 2 grandes affaires, virus et rétrovirus, dont nous avons déjà parlé. Oui, dans l'émission Crime sous Cric numéro 11, pour être très précis, qui s'appelait Les mains dans l'argent sale. Et là, il y a encore un autre lanceur d'alerte qui était en fait associé d'un célèbre cabinet d'audit, Ernst & Young, pour ne pas le citer. Ce monsieur est en place à Dubaï, et alors qu'il audite une entreprise de gestion de l'or à Dubaï, il découvre que cette entreprise blanchit l'argent, par le biais de l'or, d'une société qui fait du trafic de cannabis en France. En gros, les personnes arrivent avec de l'or et eux, ils donnent du cash. L'analyse de ces comptes de cette société marocaine est faite dans le très bon documentaire que vraiment je recommande de Nicolas Vescovaci, qui font un bilan sur une année de 3000 kilos d'or vendus par la société marocaine, tout de même. 146 millions de dollars versés en cash par une société de Dubaï à une société marocaine. Donc, on voit bien que sans ces lanceurs d'alerte, en gros, on n'aurait pas du tout les chiffres et les dimensions de ce qu'est le blanchiment en matière de crime organisé. Et ce lanceur d'alerte qui s'appelait Amjad Rinan, on essaie de pas écorcher son nom, mais donc, comme tu disais, il a fait un rapport, il a bossé, et il a été viré. Il a été viré. Par contre, il a gagné son procès en première instance à Londres. Ce qui est très très drôle dans cette histoire, c'est que la société d'audit, qui est censée faire des audits, eh bien, elle a changé le rapport du lanceur d'alerte, de son employé, pour écrire, stricto sensu, fully complianted. Mais attention, dans mon casque, on me signale que Raphaël, un membre de Crimalt, me dit qu'en anglais on dit fully compliant. Ah oui, voilà. Alors, et si vous aussi vous adhérez à Crimalt, on pourra vous offrir comme ça des petites private jokes dans cette émission. N'hésitez pas à adhérer. Dans le premier salon des livres à l'alerte 2015, nous sommes dès le début un fidèle soutien de l'alerte parce qu'on voit le rapport entre l'alerte et le crime organisé. Daniel me dit Banco, tu peux faire des conférences, tu peux faire des thèmes entre la grande criminalité et l'alerte. Alors je dis, on y va. Mais justement, Fabrice, il est temps de laisser la parole à Daniel Ibanez, qui est notre invité aujourd'hui. Alors Daniel, parce qu'on a commencé sur les chapeaux de roue avec Fabrice, mais c'est quoi un lanceur d'alerte? Alors, dans le crime organisé, parce que c'est quand même le sujet de l'émission. Et attention, hein, tu n'as pas 4 heures, cette émission fait que 30 minutes. Va falloir aller droit au but. Alors là, dans ce que je viens d'entendre, il y a en fait une question qui se pose parce qu'on parle de millions, de dizaines de millions, de milliards. Vous connaissez la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes? Alors, on va faire vite, je donne la réponse parce que je vois que mon temps est compté. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Alors, c'est important parce qu'en fait, quand on dit des milliards, des millions, en fait, tout le monde pense que c'est beaucoup d'argent. Mais enfin, il y a quand même une vraie différence entre 1 milliard de secondes et 1 million de secondes. 11 jours et demi pour 1 million de secondes, 31 ans. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'ampleur de ce que sont les Pandora Papers, que ce sont les LuxLeaks et toutes ces escroqueries, tous ces blanchiments d'argent qui traitent de milliards de dollars ou de milliards d'euros. Merci effectivement pour cette précision, parce que moi je fais partie des gens nuls en maths qui ont du mal à conceptualiser tout ça, et c'est vrai que ça fait beaucoup de zéros, et finalement on perd un peu le sens commun avec tous ces chiffres. Alors, est-ce que tu pourrais on se tutoie parce qu'on se connaît, on va pas jouer les gens qui se connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une alerte emblématique qui pourrait illustrer justement l'alerte en lien avec le crime organisé, un exemple pour toi qui serait vraiment symbolique de ce domaine? Il y en a quand même beaucoup, mais on sait que, par exemple, la mafia est intégrée dans beaucoup de chantiers, notamment dans les mouvements de terre, parce que il y a de gros problèmes de terre polluée, etc. Donc là, on s'aperçoit qu'on croise notamment les alertes sur des grands projets avec la présence de la mafia. Notamment sur des grands projets en Italie avec la 'Ndrangheta qui est extrêmement présente. La question, c'est que bien évidemment, il y a de l'évasion fiscale et ce qu'on appelle plus poliment de l'optimisation fiscale. Mais clairement, dès qu'il y a de l'argent qui sort, de toute façon, il y a un moment ou un autre, il y a un système de blanchiment quelque part. Parce que le canon à pognon est tellement important
que de toute façon, après, il faut le recycler, cet argent, parce qu'on peut dormir avec des coffres forts de partout, avec des billets de banque dedans, mais il faut le faire tourner. Et en fait, voilà, le fait de faire de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale, en fait, alimente tous ces systèmes de criminalité, bien évidemment. Alors justement, c'est symbolique. L'exemple que tu donnes quand on parle de crime organisé, tu parles de mafia, immédiatement tu parles de l'Italie. Et pourtant, ce salon va se dérouler à Saint-Denis, à Paris. Le crime organisé n'est pas une spécificité italienne. Alors on vous donne rendez-vous le 12 au 14 novembre, vous allez avoir plein d'exemples. Daniel, pourquoi est-ce qu'il faut aller à cette rencontre annuelle des lanceurs d'alerte ? Faut aller à cette rencontre parce que la première question, tout à l'heure j'ai entendu dire lancer l'alerte. Et la première des choses, c'est qu'en fait, ça n'existe pas, lancer l'alerte. En fait, quand on dit lancer l'alerte, on s'autoproclame lanceur d'alerte. En fait, le vrai mot en français, c'est alerter, l'alerte. Les Anglais disent whistleblower, c'est le siffleur, celui qui siffle. Voilà, qui siffle la fin de la partie. Mais alors, c'est intéressant d'ailleurs de parler des traductions, parce que les Espagnols disent denunciantes, c'est-à-dire le dénonceur. Les Tchèques disent les aviseurs, ou les notifiants. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on lit la directive européenne de protection, dite de protection des lanceurs d'alerte, en fait, d'une part, le mot lanceur d'alerte n'apparaît nulle part dans la directive, mais dans les considérants. Alors les considérants, c'est l'exposé des motifs. Voilà tout ce qu'on a fait avant de faire ce texte. Et bien là, c'est traduit bien sûr en plusieurs langues. Donc en français, c'est lanceur d'alerte qui a marqué dans les considérants. Mais par contre, dans chaque langue, on s'aperçoit que y en a qui considèrent que c'est plutôt des délateurs, des gens qui vont dénoncer. Et en fait, cette formule lanceur d'alerte est vraiment extrêmement intéressante. On la doit notamment à Francis Chateau-Renaud, parce qu'elle met au cœur non pas le lanceur, mais l'alerte. Et en fait, la vraie question, c'est qu'il n'y a de lanceur d'alerte que lorsqu'il y a une alerte. Et que la vraie question, c'est de définir l'alerte. L'alerte, le mot en lui-même, intègre deux choses essentielles. La première, c'est la gravité de la situation. Quand on a une alerte, c'est parce que c'est grave et parce que c'est urgent. Et que ça réclame en plus, quand on alerte, une réaction urgente. Ça, c'est ce qui est constitutif de l'alerte. Et si on prend d'abord ce mot alerte, alors ensuite, on comprend que le lanceur d'alerte n'est pas un fanfaron qui dénonce pour s'amuser, mais qui a conscience de l'intérêt général, qui a conscience absolument de la dangerosité du risque. Et j'ai une toute petite histoire, si je peux la raconter. Vas-y. Souvent, on considère que le lanceur d'alerte représente un risque pour une société commerciale, société industrielle, etc. Parce que s'il va dire quelque chose qui ne va pas dans la société, on va perdre l'emploi, on risque de perdre la société, etc. Il y a le fameux secret des affaires qui est intervenu. Des affaires, mais même rien que de se dire « Ah, mais ça va faire mauvaise réputation à la boîte, alors c'est pas bon. » Taisons-nous. Le problème, c'est que quand on prend une affaire comme Lactalis avec la salmonelle, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte. Parce que justement, on n'allait pas quand même se scier la branche sur laquelle on était assis avec notre emploi. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en interne, chez Lactalis, donc cette grande entreprise qui fait des produits laitiers et du fromage, il n'y a personne qui a parlé à l'intérieur de l'entreprise. Surtout sur le lait pour les enfants, pour les bébés. Le lait pour les bébés, tout le monde savait depuis 3 ans qu'il y avait de la salmonelle dans toutes les tours chez Lactalis, et personne n'a rien dit. Résultat des courses, les bébés sont allés à l'hôpital. Et donc, on voit bien que ça n'est pas quand il y a un lanceur d'alerte qu'il y a un risque, c'est quand il n'y en a pas. Et en fait, voilà, tout est là. Le mot important, c'est l'alerte. Et d'ailleurs, c'est Edward Snowden qui le dit très très bien dans Citizen4. Oui, d'abord, on fait passer l'alerte et ensuite, on dira qui l'a porté. Parce que sinon, on a un peu tendance à scénariser le lanceur d'alerte et à oublier la question, l'information essentielle qui est l'alerte. C'est plus fort que moi, je ne peux pas t'inviter dans notre podcast et ne pas parler du Lyon-Turin. Ce projet ferroviaire, évalué à 26 milliards en 2012 par la Cour des comptes, j'ai dû me faire violence et lire tes bouquins pour comprendre l'embrouille et surtout accepter de dénoncer un projet dangereux alors qu'il s'agit de train. Le train, c'est bien, comme tout le monde le sait. Pour nous de vous faire aimer le train. Pourquoi tu as lancé l'alerte sur le Lyon-Turin ? Alors, j'ai pas lancé l'alerte. Pourquoi j'ai alerté sur le Lyon-Turin ? C'est ça que tu voulais dire. C'est ce que je voulais dire. J'ai bien compris. J'ai alerté parce que j'ai vu une bande de Pinocchio face à moi
qui m'expliquait que les trafics explosaient alors que dès que tu regardes une première courbe, tu t'aperçois que tout a diminué, qu'il y a des raisons économiques à ce que ça ait diminué, parce que quand tu fermes les usines en France et que tu les fermes en Italie, forcément, on transporte moins de marchandises entre la France et l'Italie, alors que les gars nous disaient que là, franchement, on en transportait de plus en plus, alors que c'était faux. En plus de ça, on nous a expliqué tout un tas de choses. Et puis, quand je suis rentré en contact avec nos amis italiens, on s'est aperçu qu'en Italie, on leur disait qu'il y avait des choses qui se faisaient en France qui ne se faisaient pas. Et en France, on disait que les Italiens avaient déjà fini le chantier, alors que ça n'était pas le cas. Est-ce que tu, avant d'aller plus loin, juste nous résumer ce que c'est ce grand chantier Lyon-Turin, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors c'est simple, il y a 270 km entre Lyon et Turin. Et le projet, c'est de refaire une ligne complète, une deuxième, parce qu'il en existe déjà une qui circule entre Lyon et Turin, mais là, à grande vitesse. En fait, en 2007, Libération titrait « Lyon-Turin, le projet qui va effacer les Alpes ». Bon, en 2021, ça la fout mal de vouloir effacer la montagne. Finalement, ils ont changé un peu le truc. Donc maintenant, ils nous expliquent que c'est vraiment durable et écologique. Le problème, c'est que, en fait, créer une nouvelle ligne quand on n'utilise pas déjà la première, c'est un problème. On peut aujourd'hui faire Paris-Milan en grossièrement 5h30 en train. Grâce à ce projet à 30 milliards, parce que 26 c'était en 2012, grâce à ce projet à 30 milliards, très polluant quand même pour le construire, on pourra le faire en 4 heures. C'est-à-dire que, grossièrement, on va gagner 1h30 pour 30 milliards d'euros d'investissement. Est-ce que c'est absolument nécessaire ? La réponse est non, bien évidemment. Et bien évidemment, le problème, c'est que la question, c'est comme souvent sur un chantier, c'est pas parce qu'on file beaucoup d'outils à des ouvriers qui savent mieux travailler. Là, c'est pareil. En fait, si on ne fait pas de fret ferroviaire aujourd'hui, le train, c'est bien, pour le fret notamment. Si on n'en fait pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a une montagne. Parce que si c'était la montagne le problème, sur l'ensemble du territoire français, où il n'y a pas de montagne, on aurait un fret ferroviaire florissant. Et là, le problème, c'est que le fret ferroviaire tombe de partout parce que, clairement, on ne répond pas aux besoins des transporteurs. Et donc, on a décidé de faire des millions et des milliards de travaux. Mais alors, donc tu parles de on. Il y a pas mal d'acteurs impliqués, je suppose, dans cette affaire-là. Il y a beaucoup d'argent. Il y a peut-être des intérêts personnels. Comment ça se passe tout ça ? Il paraît même qu'il y a la mafia calabraise déjà du côté italien, tu l'as dit. Alors, elle est du côté italien, mais je ne doute pas qu'elle ait traversé la frontière, parce que finalement, c'est quand même assez facile. Il suffit de traverser un tunnel de 15 km. Et qu'il y a des mouvements de terre aussi bien en France qu'en Italie. Oui, bien sûr, on a tous les documents comme quoi ce sont des sociétés mafieuses, reconnues comme mafieuses par les tribunaux italiens, qui ont construit l'ensemble des barrières pour protéger le chantier, qui font du transport de terre, qui ont fait l'asphalte. On a même les auditions, les écoutes téléphoniques du patron de la mafia locale, qui explique que de toute façon il n'y a pas de problème, on sait où on va carotter pour voir les épaisseurs, etc. Ouais, mais là tu parles encore de l'Italie. En France, il n'y a pas d'intérêt. Je t'arrête, Carole. La mafia n'existe pas en France, je te le rappelle. Mais c'est quand même ce qui nous a rapprochés avec Daniel Crimalt, puisque tu validais nos propositions pour faire des conférences. Je me souviens par exemple d'une très belle table ronde sur la corruption et le monde politique. En 2017, nous avions reçu un maire corse, Séverin Médori, qui avait subi des menaces et qui ne s'était pas laissé faire et qui avait dénoncé l'ambiance mafieuse, la spéculation immobilière. Et on l'avait reçu avec d'autres invités. On avait fait une très belle table ronde qui montre qu'on peut défendre le concept de l'alerte dans l'intérêt général. Daniel, Séverin Médori était maire. Il ne faisait que son devoir, il lançait l'alerte. Mais une autre personne nous a beaucoup intéressés, Elisabeth Borrell, la femme du juge Bernard Borrell, assassinée en 1995 alors qu'il était en poste en Afrique. Elisabeth Borrell mène depuis 25 ans une lutte acharnée pour faire éclater la vérité. Et on a pu la faire échanger avec James Dunn. Mais par exemple, James Dunn, lui, son alerte, c'était quoi ? Son alerte à James, c'était assez simple, c'est qu'il travaillait dans une société qui faisait des systèmes électroniques qui permettaient de savoir quels étaient les flux Internet, etc., et qui, bien sûr, permettaient d'identifier les auteurs de messages et finalement de faire des écoutes. Et ces systèmes ont été vendus par sa société, notamment en Libye, notamment en Syrie,
Et résultat des courses, il a été démontré, notamment en Libye, que ces matériels avaient servi à identifier des opposants et finalement à les arrêter, à les torturer. On a retrouvé toutes les documentations d'une société donc française où travaillait James Dunn. Et bien évidemment, quand James Dunn a révélé cette situation, qui est vraiment problématique d'un point de vue des droits de l'homme, bien évidemment, et de la vente de systèmes qui sont liés au secret défense, il a été licencié, il a gagné tous ses procès en appel, etc. Clairement, il a alerté sur ces dérives commerciales qui permettent d'alimenter et d'équiper des dictatures qui vont pratiquer la torture. Et oui, il y a une responsabilité. Et là encore, on voit bien que ça n'est pas le lanceur d'alerte et l'alerte qu'il va transmettre qui pose problème et qui pose un risque, mais c'est bien évidemment de ne pas le faire et de ne pas alerter qui fait qu'il y a des risques non seulement pour l'environnement, non seulement pour les droits de l'homme, non seulement pour ce que l'on appelle l'intérêt général. Ça mériterait d'ailleurs d'être un petit peu développé parce que tout le monde parle de l'intérêt général, tout le monde parle des principes de la République et bien rares sont ceux qui peuvent les définir. En tout cas, nous on avait estimé que dans l'affaire Borrell, il y avait quelque part tous les intérêts, la politique publique étrangère de la France qui pouvaient être représentés. On avait lié les deux phénomènes et c'est jamais loin du crime organisé, qu'on n'a qu'à voir les réseaux corses qu'on retrouve par exemple en Afrique. Alors du coup on s'était senti pousser des ailes, on s'était dit mais on a aussi un problème avec la prohibition des drogues telle qu'elle est articulée en France. On avait fait une superbe table ronde et on avait reçu des invités pour montrer que la prohibition des drogues est un facteur de corruption, y compris de la police. Et on avait étudié des cas de policiers qui sont condamnés aujourd'hui de manière définitive, comme l'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'écoute du précédent Crimalt du mois de septembre, le Crimalt numéro 16. On parle de ce sujet, de la prohibition des drogues. On avait donné la parole à Emmanuel Fansten, qui avait écrit un livre avec Hubert Avoine, qui était un ancien agent infiltré, qui avait dénoncé les dysfonctionnements de la police. On attend toujours que le procès passe pour le commissaire François Thierry. Aujourd'hui, il n'est pas encore condamné. Mais son livre était passionnant à Hubert Avoine, et j'attends toujours qu'un procureur se saisisse, parce que dans le livre d'Hubert Avoine, il est écrit que lors d'une opération, 500 000 euros en cash ont disparu. C'est une opération de blanchiment. Or, dit-il, seule la police et lui étaient au courant qu'il y avait 500 000 euros dans cette valise. La valise a disparu. En 2019, on rompt l'omerta puisque nous avons diffusé une interview de Claude Chaussat, ce vrai repenti de la mafia corse, que l'État ne voulait pas protéger. Et je me souviens, Daniel, ça m'avait beaucoup marqué, j'ai dit, mais tu vois, c'est certainement un ancien gangster, c'est un ancien voyou, mais tout ce que nous demandions, nous, c'est que l'État le protège. Et tu avais articulé un raisonnement passionnant qui montrait qu'un gangster, lui aussi, pouvait avoir une alerte à délivrer. Tu te souviens un peu de ce raisonnement ? Oui, je m'en souviens parfaitement, puisque ce que j'avais dit, puisque la question était la question du risque pour la vie de Claude Chaussat, et j'avais dit qu'il était de la responsabilité de l'État de le protéger, pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on considère que la peine de mort est abolie, alors l'État a la responsabilité que cette peine de mort ne puisse pas être infligée par des gangs, etc. Et que, notamment pour quelqu'un qui a effectivement révélé les filières internes, les fonctionnements internes qui ont d'ailleurs permis de démanteler tout ce réseau, clairement, il y a une responsabilité de l'État, mais qui ne tient pas que au fait que c'est un indicateur, si on veut l'appeler comme ça, ou un repenti, d'autres diront la balance, peu importe, c'est pas ça la question. La question, c'est que l'État a la responsabilité que la peine de mort ne puisse pas être infligée à qui que ce soit dans notre pays. Et c'était pour ça que j'avais dit qu'il était absolument de la responsabilité de l'État de pouvoir protéger les personnes, lui comme les autres d'ailleurs, mais que
clairement, quand un risque était identifié, on ne pouvait pas faire prendre ce risque à la personne. Alors ça a été pour moi un exemple très important et pour l'association, parce que jusqu'ici, quand on parle d'alerte, la tentation est grande de se focaliser sur l'humain, le lanceur d'alerte, et non pas l'alerte en elle-même. Or, l'humain est imparfait, on le sait. Mais l'important n'est pas forcément le parcours de cet humain, ses défauts, ses manques. Ce qui compte, c'est le message, l'alerte qu'il va délivrer. Ce qui compte, c'est la véracité, la validité de ce qu'il va dire. Je le dis avec mes mots, mais le mec qui a trompé sa femme, on s'en fout si l'alerte est véridique. La femme qu'on va mal juger parce que dépressive, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'elle dénonce. On s'en fiche que le lanceur d'alerte parle mal le français. On s'en fiche que certains aiment les caméras. On s'en fiche que certains aient un intérêt à lancer l'alerte. C'est les fameux pas dans mon jardin. Donc, évidemment, ils veulent pas l'autoroute. Oui, ils veulent pas les avions. Sauf que, en réalité, on a le droit de dire que les avions font du bruit, que le trafic a doublé. On a le droit de délivrer une alerte d'intérêt général. Mais il ne faut pas se focaliser sur l'humain, t'en penses quoi ? Et effectivement, c'est important ce que tu dis là, parce que clairement, on voit que c'est l'alerte. Mais l'alerte, quand on parle du lanceur d'alerte, on parle effectivement de ce qu'on appelle l'intérêt général. Alors, essayons de cerner un petit peu. L'intérêt général ne peut pas être l'intérêt particulier, ni une somme d'intérêts particuliers, mais en tous les cas, l'intérêt général ne peut pas se défaire de l'intérêt des particuliers. D'accord ? Parce que si les particuliers ne se retrouvent pas dans l'intérêt général, alors il n'y a pas d'intérêt général non plus. La question, c'est que cet intérêt général, à mon sens, il se définit finalement assez simplement. Il se définit par les devoirs d'alerte. Beaucoup de gens parlent du droit d'alerter ou de droit au lanceur d'alerte de révéler une information. Moi, je pense que c'est un devoir d'alerter. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, parce que si on prend les codes de la République, par exemple, quand une personne est en péril, en danger, chaque citoyen a le devoir d'intervenir directement pour la sauver, et s'il n'est pas en mesure de le faire, c'est le deuxième paragraphe, il doit alerter les secours. Donc c'est un devoir d'alerte. De la même manière, la Charte de l'environnement dit « Chaque citoyen doit prendre part à la préservation de l'environnement ». Et donc, on voit bien que c'est un devoir, doit prendre part à la préservation. Donc, il y a un devoir d'alerte, parce que quand on voit qu'il y en a un qui est en train de polluer un site complet, comme Karim Ben Ali, en fait, c'est pas qu'il a le droit de publier ces images. C'est qu'il a le devoir de le faire, parce qu'il a le devoir de préserver l'environnement. Pour le coup, pour les fonctionnaires, c'est une obligation qui est inscrite vraiment dans leur contrat de travail, avec un article dédié pour cela. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale, où ils ont obligation de dénoncer effectivement au procureur de la République dans les meilleurs délais les délits et les crimes dont ils sont témoins dans l'exercice de leur fonction. Mais il y en a encore un autre, c'est que les médecins, toutes les personnes qui sont soumises au secret médical, sont libérées de leur secret médical lorsqu'il y a maltraitance ou abus sexuels, et qu'ils doivent les dénoncer. Ils ont obligation de le faire, ils le font pas, c'est autre chose, mais en tous les cas, ce devoir existe. En fait, on s'aperçoit que le devoir d'alerte est déjà quelque chose d'inscrit assez largement dans le droit, mais que le travers que l'on a eu dans l'approche de la question des lanceurs d'alerte, ça a été de scénariser les personnes et donc de perdre la notion de la gravité et de l'urgence de la réaction par rapport à des situations à risque, et que par conséquent on s'est préoccupé beaucoup des lanceurs d'alerte, ce qui est nécessaire puisqu'ils sont effectivement victimes des représailles, mais on ne s'est pas préoccupé de la notion même de cette alerte et de la nécessité intrinsèque d'y associer le devoir et non pas le droit. Dans la lutte contre le crime organisé, il y a pour nous eu des moments importants, des alertes importantes. Je me souviens encore de ce policier qu'on va nommer, qui s'appelle Sébastien Bernardo, sans qui on n'aurait pas découvert quand même le réseau de corruption à l'intérieur de la BAC Nord de Marseille. Évidemment, il a subi le sort que subissent en général ces personnes. C'est lui qui a été viré de la police, les autres sont restés. Patrick Malik, lui, il a signalé la corruption des marchés publics dans l'Est de la France
presque il y a 10 ans. Il était à l'époque défendu par Anticor, l'association de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la condamnation a eu lieu. C'est important que j'en parle parce que souvent on parle de corruption, de soupçons, etc. Mais les affaires ne sont pas suivies dans le temps. Là, les personnes qui l'avaient dénoncé ont été condamnées. Ils s'entendaient sur les marchés de l'électricité. Par contre, le politicien, lui qui avait été impliqué, a complètement été détourné. En Corse, c'est franchement depuis une dizaine d'années qu'on voit des alertes importantes sur la corruption. On avait parlé de Séverin Médori, mais on peut parler de David Brugioni, un maire qui avait en théorie l'obligation donc de raconter la corruption qu'il avait trouvée lorsqu'il est rentré dans la mairie. Pascal Bruno, qui a dénoncé du racket, les militants d'Anticor en général, et ceux qui ont dénoncé les fraudes à la subvention agricole, qui aujourd'hui commencent un petit peu à être connus, tous ces gens-là ont le même parcours d'être parfois mis au banc, ostracisés, etc. Alors que l'alerte qu'ils diffusent est d'intérêt général, et pour certains, ils avaient même l'obligation de la donner. D'ailleurs, au Salon des lanceurs et des lanceuses d'alerte, vous pourrez discuter justement avec ces héros du quotidien. Oui, on n'a pas peur des mots parce que souvent ils sacrifient leur vie, en tout cas leur vie sociale et économique, au profit d'une certaine forme de vérité. Et vous pourrez venir à la rencontre aussi des associations comme Anticor, on en a déjà parlé, comme Crimalt. et notre invité du jour, justement, Daniel Ibalez, sera là. Il pourra répondre aussi à vos questions. Et on le remercie de sa participation aujourd'hui. Et je vois qu'il lève le doigt. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte sont vraiment importantes parce qu'elles vont s'inscrire dans l'actualité. Dans l'actualité, puisque en ce moment même, aujourd'hui et demain, se déroule le procès Assange en appel. Donc, on projettera un film justement sur cette histoire d'Assange et sur l'acharnement contre lui. Mais aussi, on sera à la veille du débat parlementaire sur la transposition de la directive européenne de protection. Et donc, on aura des lanceurs d'alerte qui pourront dire aux députés, aux parlementaires, voilà quelle est notre vie, voilà ce dont nous avons besoin. Ça sera une large audition par des parlementaires avec des lanceurs d'alerte. Il y a bien sûr 23 rencontres, plus de 80 invités, des dossiers qui sont tous d'actualité, que ce soit la pandémie, la santé publique, l'environnement, etc. Et toujours des personnes extrêmement pertinentes pour en parler. Bien évidemment, Irène Frachon avec le procès Mediator, etc. C'est vraiment un endroit unique et une occasion unique de venir discuter avec eux. Et avec évidemment énormément de livres, puisque le cœur de ce salon, c'est un salon du livre pour lire. Alors, on vous attend le week-end du 12 au 14 novembre à la MSH de Saint-Denis. Le programme est sur le site lanceur-alerte.fr. L'entrée est libre, sans passe sanitaire, gratuite, comme on l'a dit au début de l'émission, dans le respect des distanciations sociales, des distanciations blablabla, antivirus. Et en fait, de toute façon, on sera en famille. Voilà, c'est surtout ça qui compte. Chers auditeurs des Crimes sous Cric, on aura le plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission le samedi 4 décembre. Alors, on remercie comme chaque mois, Alexis Poulain de nous accueillir sur ces ondes numériques, Antoine Gouritien qui nous bichonne, qui enlève tous nos défauts de prononciation, il y en a beaucoup. Et pour plus d'infos sur les crimes organisés et sur l'assaut Crimalt, rendez-vous sur le site crimalt.org et on vous donnera les refs de toute cette chronique. À bientôt. Au revoir.